Le bruit les avait attirés en premier. Un grondement sourd, presque organique, qui montait du pont inférieur du Paradise Queen. Un ferry de passagers mis à la retraite depuis 20 ans. Les frères s'étaient faufilés à travers une brèche dans la coque, des lampes frontales perçant la pénombre graisseuse. L'air sentait le vieux carburant, le métal surchauffé et l'eau stagnante. Sous leurs pieds, des câbles traînaient comme des serpents morts. Et au centre de la salle des machines, un bloc d'acier massif recouvert de rouille et de crasse. Le moteur principal. Le plus âgé des deux frères, James, posa une main gantée sur le carter. Il était chaud, légèrement. Comme si la bête respirait encore. C'était un travail ingrat. Depuis 3 ans, les frères Mason et James Thorne parcouraient les chantiers navals et les ports abandonnés de la côte Est, achetant des épaves pour une bouchée de pain, les démontant pièce par pièce et revendant la ferraille. Une vie de courbatures et de saleté tenace sous les ongles. Les autres ferrailleurs les appelaient les fossoyeurs. Mais Mason, le plus jeune, voyait quelque chose d'autre dans ces carcasses. Il voyait des histoires, et parfois de l'argent. Ce jour-là, ils avaient acheté le Paradise Queen pour 15 000 $ comptant, un prix que tout le monde avait jugé ridicule pour un tas de rouille. Les frères ont réalisé que le moteur était une pièce maîtresse. Un monstre de 15 tonnes, un diesel à 2 temps, construit par une société dont le nom avait presque disparu des mémoires. Ils avaient prévu de le sortir au chalumeau, de le découper en morceaux transportables, direction le broyeur. Mais ce grondement. Mason s'accroupit, frotta la crasse sur une plaque d'identification. Les chiffres étaient à moitié effacés. Il sortit une lampe plus puissante. Le faisceau révéla quelque chose qui le fit s'arrêter. Le numéro de série se terminait par 3 0. 001, la salle des machines, la partie la plus sale du navire, cachait le secret le plus propre. Ce n'était pas n'importe quel moteur. C'était le premier construit par l'ingénieur Leonard P. Kettering, un nom qui, dans les cercles de collectionneurs maritimes, était une légende. Kettering n'avait fabriqué que 23 de ces moteurs de sa main, avant de mourir en 1958. Le numéro 1, le prototype, James Ricana. Il voyait déjà la facture chez un ferrailleur spécialisé. Peut-être 6 000 $, peut-être 8. Un bonus sympa. Mason, lui, ne riait pas. Il avait lu quelque chose. Quelque part. Les frères ont passé la nuit à la bibliothèque municipale. Mason fouillant des archives numérisées sur un microfilm qui sentait la poussière. James, adossé à une étagère, les bras croisés. Au bout de 2 heures, Mason poussa un long sifflement. Il tourna l'écran vers son frère. Une photo en noir et blanc. Kettering, debout devant un prototype, un journal plié dans la poche de sa salopette. En bas, une légende. Leonard Kettering, présentant son moteur expérimental au Smithsonian en 1954. La machine n'avait jamais été exposée. Elle avait disparu des inventaires en 1957. James fronça les sourcils. Ça changeait tout. Ce n'était plus un tas de fer, c'était une pièce de musée perdue. Le lendemain matin, Mason appela un expert en moteur marin ancien, un homme du nom de Galloway, qui avait une voix de gravier et un rire qui ressemblait à une toux. Galloway leur dit qu'il viendrait voir, mais qu'il ne se faisait pas d'illusions. Les collectionneurs entendaient des légendes tous les jours. Il arriva 3 jours plus tard, une valise en cuir à la main, des lunettes épaisses sur le nez. Il descendit dans la salle des machines, s'agenouilla devant le bloc et resta immobile pendant 5 longues minutes. Il passa un doigt le long du joint de culasse. Il renifla l'huile qui suintait encore. Puis il se releva, le visage impassible. Il regarda les frères. Et il leur dit que s'ils savaient ce qu'ils avaient, ils le mettraient sous garde armée. Galloway leur parla de la légende Kettering. Le moteur numéro 1 n'était pas seulement un prototype. C'était le banc d'essai de toutes ces innovations ultérieures, y compris une conception de soupape que Kettering n'avait jamais brevetée. Il y avait une rumeur, disait Galloway, que Kettering avait caché des documents à l'intérieur du moteur lui-même, des plans, des notes, un testament technique. La communauté des collectionneurs en parlait depuis des décennies. Personne n'y avait jamais cru, jusqu'à maintenant. James demanda combien ça valait. Galloway le regarda droit dans les yeux et dit que le moteur, nu, sans les documents, vaudrait entre 150 et 200 000 $ à un acheteur privé. Et les gars, petite pause. On arrive à un moment clé de cette histoire, et vous devez savoir que ce qui s'est passé ensuite va vous scotcher. Alors, avant qu'on continue, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement et d'activer la cloche.
parce que vous ne croirez pas ce que ses frères ont choisi de faire avec ce trésor. Et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez dans le monde. On veut entendre vos histoires. Maintenant, retour au Paradise Queen. James était déjà en train de calculer. 200 000 $, partagés en deux, c'était plus qu'il n'avait gagné en 3 ans de ferraille. Assez pour rembourser les dettes, réparer le camion, peut-être même acheter une maison. Mason, lui, regardait le moteur différemment. Il ne voyait pas l'argent. Il voyait ce que Kettering avait laissé derrière lui, l'histoire, et ce que Galloway avait dit à propos des documents. Si ces papiers existaient, s'ils étaient cachés à l'intérieur, alors le moteur n'était pas seulement une pièce de collection, c'était une capsule temporelle. Et la détruire, même pour la vendre, serait une trahison. C'est là que la première fissure est apparue entre les frères. James voulait vendre vite, avant que la nouvelle ne s'ébruite. Mason voulait ouvrir le moteur, chercher les documents, comprendre ce que Kettering avait vraiment construit. James dit que c'était idiot, qu'ils n'étaient pas des historiens, qu'ils étaient des ferrailleurs. Mason dit qu'ils étaient des ferrailleurs, parce qu'ils n'avaient jamais trouvé quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Ils ont passé 2 jours à se disputer dans la cabine graisseuse du Zomba. Paradise Queen. Les voix résonnant contre les cloisons rouillées. James parla de l'argent, des factures, de la réalité. Mason parla de l'intégrité, de l'histoire, de la chance. Finalement, James craqua. Il accepta une trêve. Ils ouvriraient le moteur. Si les documents étaient là, ils décideraient ensemble. Sinon, ils le vendaient le lendemain. Le démontage fut un cauchemar. Le carter d'huile était collé par des décennies de dépôts carbonisés. Ils passèrent 6 heures à desserrer des boulons qui n'avaient pas bougé depuis 1954. Mason utilisa un chalumeau avec précaution, James un marteau et un burin. La transpiration coulait dans leurs yeux. Et puis, enfin, le carter céda avec un bruit métallique. L'huile s'écoula lentement, épaisse, noire. Mason glissa une main à l'intérieur. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de dur, de plat. Un tiroir métallique, soudé à l'intérieur du bloc. Il tira. Il y avait 4 cahiers. Reliure toilée bleue, page jaunie, l'écriture de Kettering elle-même. Des notes de conception. Des diagrammes de soupape. Un journal de bord de chaque essai. Et une lettre, glissée dans la première page, adressée à quiconque trouverait son moteur. Kettering y expliquait qu'il avait caché ces documents parce qu'il craignait que son employeur ne les utilise pour des contrats militaires. Il écrivait qu'il voulait que son travail serve un jour à construire des moteurs plus propres, pas plus destructeurs. Il confiait ce savoir à l'avenir. James lut la lettre 2 fois. Il regarda son frère. Puis, il regarda le moteur, les cahiers, la rouille et l'huile. Le chiffre dans sa tête n'était plus 200 000 $. C'était un héritage. Il dit à Mason qu'il ne pouvait pas vendre ça à un collectionneur privé qui le mettrait dans un hangar. Il devait le donner à un musée. Mason resta silencieux un long moment. Puis, il sourit. Ils contactèrent le Smithsonian. Les conservateurs arrivèrent 1 semaine plus tard, avec des caisses de transport et des gants blancs. Ils passèrent 2 jours à documenter chaque pièce, chaque cahier, chaque tache d'huile. L'expert leur dit que le moteur était l'une des découvertes techniques les plus importantes de la décennie dans le domaine maritime. Kettering, selon eux, était en avance de 30 ans sur son temps. Les frères refusèrent toute compensation. Le Smithsonian leur offrit un siège au Conseil consultatif des collections. James refusa. Mason accepta. Les conséquences de leur décision furent lentes mais profondes. James utilisa sa part de la ferraille restante pour ouvrir un petit atelier de réparation de moteurs anciens. Il refusa de toucher aux pièces Kettering. Il disait que certaines histoires méritaient de rester intactes. Mason, lui, devint une figure respectée dans les cercles historiques, donnant des conférences sur la conservation industrielle. Les 2 frères ne se parlaient plus beaucoup, mais quand ils le faisaient, c'était avec une fierté qui n'avait rien à voir avec l'argent. L'héritage de Leonard Kettering est aujourd'hui exposé au Musée national d'histoire américaine, dans une salle qui sent le métal propre et le bois verni. Les cahiers sont sous verre. Le moteur, restauré, tourne encore, 1 fois par an, pour une démonstration publique. Il émet ce même grondement sourd, ce battement profond que James et Mason avaient entendu dans l'obscurité. Et chaque fois que le moteur démarre, un conservateur raconte l'histoire des 2 frères ferrailleurs qui ont décidé qu'un trésor n'était pas destiné à être vendu, mais à être partagé. Alors, que pensez-vous de leur choix?
Aurait-il dû prendre l'argent? Laissez-le en commentaire. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de ces découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, jetez un œil au bouton Super Thanks. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à chercher la vérité dans des endroits inattendus.